La Chine se porte bien. Entrée à l'OMC en 2001, produit national brut record, taux de croissance près de 10% en 2005, lancement d'un vaisseau spatial habité, les Jeux Olympiques à Pékin en 2008, apparemment tout va bien. Sauf que les Chinois, eux, ne sont pas en aussi bonne santé que leur économie. Alors que se passe-t-il? En 1979, le comité central du Parti communiste chinois adopte un projet de réforme et ouverture, le Gaige Kaifeng en chinois. D'abord, ouverture aux investissements étrangers, 4 zones économiques spéciales en 1979, étendues à 14 villes côtières en 1984, puis à l'ensemble du territoire à partir de 1991. Aussi, ouverture progressive des frontières. De plus en plus de Chinois se rendent à l'étranger, 20 millions en 2003. Ensuite, la réforme. La réforme concerne avant tout la réorganisation de l'agriculture, le remembrement des parcelles et la création d'entreprises dans les villes moyennes. Enfin, la décentralisation. C'est une décentralisation économique vers les provinces chinoises qui s'accompagne d'un transfert de compétences et de recettes fiscales de l'État vers les provinces, avec, on va le voir tout à l'heure, de très lourdes conséquences sociales. Donc réforme, ouverture, décentralisation, ces changements majeurs dans la politique économique et administrative chinoise aident à la forte hausse de la croissance du PIB, avec une moyenne de 9,7% pendant plus de 20 ans. Sauf que ces taux de croissance records ne concernent pas toute la Chine. Si on place sur une carte le produit intérieur brut par province, on voit nettement le fossé entre Chine de l'intérieur et Chine côtière. Sur la côte, on a des provinces comme le Guangdong où le PIB par habitant peut aller jusqu'à 25 000 yuan, soit à peu près 3 000 $. Et dans les provinces du centre et de l'ouest, comme le Guizhou ou le Shanxi, il est jusqu'à 8 fois moins important. On retrouve ce même écart entre les zones rurales pauvres et les villes, dont certaines peuvent être très riches, comme Shanghai, Pékin, Shenzhen. Évidemment, le fossé se creuse entre environ 200 millions de ce qu'on pourrait appeler des nouveaux riches, d'un côté, et de l'autre, une grande majorité de la population qui reste proche de la pauvreté. Aujourd'hui, 16% de la population chinoise vit avec moins de 1 $ par jour, ce qui fait tout de même 210 millions de personnes. Alors, résultat, de telles réorganisations dans l'agriculture, de tels écarts de revenus, provoquent de grandes migrations internes. Des millions de paysans doivent quitter leurs terres pour chercher un emploi dans l'industrie ou les services, entraînant un double mouvement. Des campagnes vers les villes de province et des provinces du centre et de l'ouest vers les régions côtières. On estime que depuis le début des années 80, 150 millions de Chinois ont quitté la campagne à la recherche d'un emploi. Alors on l'a compris, la croissance chinoise est très inégalitaire. Alors, comment est-ce que cela se traduit concrètement pour les Chinois dans un secteur précis, celui de la santé? À l'échelle du pays, les indicateurs de santé sont plutôt satisfaisants. Si on prend le taux de mortalité des moins de 5 ans, en Chine, en 2003, il s'élève à 37 pour 1000. Ce taux est de 87 pour 1000 en Inde, 69 pour 1000 au Bangladesh, 8 pour 1000 aux États-Unis, 5 pour 1000 en Europe. Donc un taux de 37 pour 1000 en Chine, cela correspond à peu près à la catégorie des pays à revenus intermédiaires, comme le Brésil, où le taux de mortalité infantile s'élève à 35 pour 1000, au Pérou c'est 34 pour 1000, au Venezuela c'est 21 pour 1000. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'un chiffre moyen. À l'échelle de toute la Chine, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose, car les disparités sont très grandes. On est à 12 pour 1000 de taux de mortalité dans les villes chinoises, mais à 46 pour 1000 dans les campagnes. On retrouve ce même grand écart entre les provinces de l'Ouest, le Xinjiang, le Tibet, le Qinghai et les provinces côtières. Maintenant, prenons un autre indicateur, celui de l'espérance de vie à la naissance. Elle était de 35 ans au moment où Mao et le Parti communiste chinois arrivent au pouvoir, en 1949. Elle est passée à 68 ans en 1979, au début de l'ère Deng Xiaoping. Elle est de 71 ans au début de l'ère Hu Jintao, c'est-à-dire aujourd'hui.
À Shanghai, elle est même estimée à 79 ans, soit légèrement supérieure à celle des États-Unis où elle est de 77 ans. Alors que dans d'autres régions de Chine, depuis 10 ans, elle stagne ou même elle régresse. Alors essayons de comprendre ce qui se passe. Pendant ce qu'on pourrait nommer une première période, la Chine d'avant la révolution de 1949 est un désert sanitaire sans moyens pour répondre aux épidémies de grippe ou de peste qui dévastent le pays, celle de 1894 qui naît à Hong Kong, celle de 1910 qui naît en Mandchourie. Les taux de mortalité sont alors très élevés. La deuxième période est celle de la Chine sous Mao, avec un système de santé organisé en maillage jusqu'au cœur des villages et un système de coopérative médicale. Cela permet de mener de grandes campagnes sanitaires, de fournir gratuitement des soins de santé primaires à presque toute la population. On se souvient d'ailleurs des médecins aux pieds nus. Ils menaient une politique de prévention grâce à la vaccination et grâce à l'éducation sanitaire. Les épidémies sont jugulées, comme la plupart des grands fléaux endémiques, et ainsi l'espérance de vie des Chinois double entre 1949 et 1979. Maintenant, la troisième période, c'est la période actuelle. On constate que depuis le décollage économique du pays, il y a 25 ans, l'espérance de vie n'a progressé que de 3 ans. La croissance et la hausse des revenus ne semblent plus avoir d'effet sur le niveau de santé de la population. Alors pourquoi? D'abord, il y a cette décentralisation économique, avec le transfert des recettes fiscales de l'État vers les provinces, mais un transfert qui n'est pas accompagné par un système de péréquation. Et comme l'État s'est délesté d'un certain nombre de charges comme celle de la santé, cela veut dire concrètement que chaque province gère ses hôpitaux, son personnel de santé, ses infrastructures. Alors les conséquences sont simples à déduire. Comme on le voit sur cette carte qui montre les PIB comparés de quelques provinces chinoises, les écarts peuvent être très grands. Dans le Qinghai ou le Tibet, par exemple, les revenus ne sont pas suffisants pour maintenir un service de santé publique ou pour garantir des soins de santé gratuits. Résultat, les infrastructures se dégradent, le contrôle sanitaire diminue, tout comme la prévention et les campagnes de vaccination. Le système de santé dans les provinces se trouve obligé de générer des revenus pour pouvoir fonctionner puisqu'il n'y a plus de subventions d'État. Donc il faut privatiser. Et c'est là le deuxième volet de la réforme. On a deux types de privatisation. La privatisation des structures de santé, comme les hôpitaux, car pour pouvoir payer le personnel, les hôpitaux doivent générer leurs propres revenus, ce qu'ils font en vendant les médicaments ou en facturant le moindre geste médical. D'où une augmentation du coût des soins et une surmédication. Résultat, dans les régions les plus pauvres, près de 3 malades sur 4 n'ont pas accès au système de soins, ou bien ils sont obligés d'interrompre leur traitement, faute de pouvoir les payer. La deuxième privatisation, c'est la fin des coopératives médicales, avec des frais de santé qui sont maintenant à la charge du patient. Or, pour plusieurs centaines de millions de Chinois, les assurances maladie sont tout simplement trop chères. 10% sont couverts en zone rurale contre 60% en ville. Si on ajoute à cela les grandes migrations que j'évoquais tout à l'heure, les déplacements saisonniers aussi, par exemple au moment du Nouvel An chinois, on a réuni à peu près tous les facteurs favorables au développement de l'épidémie du VIH, la recrudescence de maladies infectieuses comme la syphilis, la tuberculose ou l'hépatite B. Voilà, cet exemple chinois montre que, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce qu'un pays devient riche que sa population est en meilleure santé. En fait, c'est presque le contraire. Ce sont la qualité et l'efficacité d'un système de santé qui sont les facteurs clés de la croissance économique à long terme. Donc, sur le long terme, la Chine peut se faire du souci.